Dans la présente capsule, on va commencer à étudier la deuxième grande révolution en physique. On a parlé de physique moderne. Il y avait la théorie quantique et la relativité. On va commencer à étudier ou plutôt les théories de la relativité, en commençant par celle qui a été écrite en 1905 par Albert Einstein, qu'il appellera lui-même plus tard la relativité restreinte. On va faire ça en fait 4 capsules différentes. Dans la première, je vais présenter la théorie générale. On va aborder certains phénomènes seulement, qui sont principalement la relativité de la simultanéité, la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Dans d'autres capsules, on verra des exercices, des applications et des validations expérimentales. OK, alors je vais passer au diapo. Le problème que se pose Einstein, et il faut savoir qu'Albert Einstein, euh, par sa famille, était dans le domaine de l'électromagnétisme. Son père bâtissait des génératrices. Et Albert Einstein a toujours été mêlé à l'électromagnétisme. Et on fait remarquer que dépendamment du mouvement d'un observateur ou d'un autre, certains phénomènes peuvent être vus comme euh, reliés à une force électrique ou à une force magnétique. Ici, par exemple, si on regarde une particule chargée positivement qui se déplace avec une vitesse U par rapport à un fil qui porte du courant I, alors, en électromagnétisme, on dit que la particule va subir une force et on est capable, au moyen de la règle de la main droite, de savoir que la force sera vers le bas, mais ce sera une force d'origine magnétique. Tandis que si on se plaçait plutôt dans le système de référence de la charge, si on est dans le système de référence de la charge, on est donc au repos par rapport à la charge et on a plutôt l'impression, en regardant un courant électrique, on a l'impression qu'il y a des charges négatives qui s'en vont dans une direction et si dans les faits, la particule allait vers la droite, les charges négatives semblent aller vers la gauche avec une vitesse qui est plus grande que les particules positives, qui semblent aller vers la droite, mais moins rapidement. Et dans ce cas-là, les particules négatives, comme elles semblent se déplacer plus vite, semblent donc être plus nombreuses. Il y aura comme une plus grande densité de charges négatives. Et pour la particule qui est au repos par rapport à ces charges négatives, elle va ressentir un effet comme s'il y avait une surabondance de charges négatives que de charges positives, et c'est plutôt une force électrique qui la ferait dévier vers le bas. On a donc, selon le système de référence, deux phénomènes physiques différents, l'un une force magnétique, l'autre une force électrique, et c'est la question qu'Albert Einstein se pose. Il part du principe de relativité qui est écrit ici, c'est que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement rectiligne uniforme. Et ce que Einstein va faire pour montrer que la relativité s'applique aussi en électromagnétisme, commence son article de 1905 en disant que la théorie s'appuie sur la cinématique du corps rigide, car les énoncés de toute théorie visent au rapport entre des corps rigides, des horloges et des processus électromagnétiques, et que l'oubli de cette circonstance est l'origine des difficultés avec lesquelles l'électrodynamique des corps en mouvement a actuellement à lutter. Or, il commence par montrer que on va parler de mesures de longueur et de mesures de durée. Or, les deux postulats sur lesquels, on a vu Bohr présenter des postulats, lui, plus tard en 1911. Postulats, ce sont des hypothèses qu'on ne peut pas vérifier, mais qu'on assume être vraies, et à partir de là, on va déduire une théorie. Et si la théorie est validée dans l'expérimentation, alors on vient de donner une validité au postulat. Les deux postulats, les lois de la physique sont les mêmes pour tous les référentiels inertiels en MRU, et la lumière se propage dans le vide avec une vitesse dont le module est c,
et cette vitesse-là est la même pour tous les référentiels inertiels. Euh, bon, ça avait été validé expérimentalement par Michelson-Morley au moyen d'un interféromètre vers 1895. On en a parlé dans le module précédent en parlant d'interférométrie optique. D'après le papier de 1905, c'est pas très clair si Albert Einstein fait reposer son postulat de la constance de la lumière en fonction des systèmes référentiels sur l'équation de sur l'expérience de Michelson-Morley, ou plutôt sur le fait que dans les équations de Maxwell, la vitesse de la lumière dépend seulement de deux constantes universelles, la permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide, qui, ni l'un ni l'autre, ne dépendent du milieu dans lequel la lumière se propage, donc ne devraient pas dépendre des vitesses des référentiels. Or, on a donc ces deux postulats-là. On va se servir dans tout ce qu'on va discuter de systèmes de coordonnées locaux. C'est-à-dire qu'à chaque endroit dans l'espace, on va mettre une horloge et bon, le système de métrique en longueur va être déterminé par des tiges rigides et le temps de chaque événement va être donné par rapport à une horloge locale. Pourquoi? Parce que le fait est que toute la théorie de la relativité est basée sur le fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. C'est une valeur finie. Et si je veux observer un événement, il faut que je reçoive une information. Et la plus grande rapidité à laquelle je puisse recevoir cette information-là, c'est par le transfert d'une information lumineuse. Et pour observer, on va toujours un événement et on va avoir une horloge près de l'événement. Et ceci va être critique dans toutes nos discussions. Albert Einstein veut nous dire qu'à la fin de son article, nous aurons été obligés de consentir à ce que le temps absolu n'existe pas et l'espace absolu n'existe pas, que ce qui existe, ce sont des longueurs et des durées et que celles-ci vont être relatives au système de coordonnées. Or, pour passer son message, il va amener une expérience par la pensée pour montrer que deux observateurs ne s'entendent même pas sur la simultanéité d'un événement. Or, ici, on donne un exemple d'un wagon qui se déplace à une vitesse V, wagon sur lequel se pose une observatrice, Ariane. Au sol, regardant passer le wagon, un observateur immobile, Benoît. À un instant donné, deux explosions ont lieu, une explosion rouge et une explosion bleue. Benoît et Ariane, à ce moment-là, sont à égale distance de chacune des deux explosions. Pour Ariane, qui se dirige vers la droite, puisqu'elle fait un déplacement, elle va recevoir l'information de l'explosion rouge avant de recevoir l'information de l'explosion B. Donc, pour Ariane, les deux événements ne sont pas simultanés. Pour Benoît, qui est immobile par rapport aux deux explosions, lui va recevoir les deux informations en même temps. Pour Benoît, les deux explosions sont simultanées. Donc, nos deux informateurs ne s'entendent pas sur la simultanéité des deux événements et ceci est relié et causé par la vitesse finie de la lumière. Et donc, de là, Einstein va arriver à l'idée qu'il faut remettre en question les mesures. Quand on mesure d'une vitesse, c'est une mesure de durée et une mesure de longueur. Et ça va avoir une conséquence sur la redéfinition de longueur et durée ou temps. Commençons par regarder cet exemple-ci. Imaginons encore là un vaisseau spatial qui se déplace à une vitesse V par rapport au laboratoire, qui est fixe. Or, dans le vaisseau spatial, on a une personne qui regarde un
photon être émis vers le haut, le photon touche un miroir, revient vers le bas. On a deux événements. L'événement 1, le départ du photon, l'événement 2, le retour du photon. On a une seule horloge qui est déclenchée au moment de l'événement 1, quand le photon part, et qui est arrêtée au moment de l'événement 2. Le temps, dans de l'aller-retour, ça va être 2 fois la hauteur divisée par la vitesse de la lumière. Ce temps-là, on va l'appeler le temps propre. Et sa caractéristique, c'est que les deux événements se passent au même endroit et ne requièrent qu'une seule horloge. C'est le même endroit par rapport à l'observateur, puisque les horloges et le miroir sont fixes par rapport au référentiel du vaisseau spatial. Maintenant, regardons un observateur au sol qui voit passer le vaisseau spatial. Au lieu de voir un faisceau lumineux qui fait un aller-retour vertical, il voit un faisceau lumineux qui monte, frappé par rebondi, réfléchi par le miroir et intercepté à l'événement 2. Pour l'observateur au sol, le trajet est plus long. Le trajet, c'est 2 fois L, mais L, c'est l'hypoténuse, et l'hypoténuse est plus grande que H. C'est la racine de H carré plus la moitié de cette distance couverte en V delta T au carré. Donc, la distance pour l'observateur au sol parcouru est plus grande. Pour que ça donne le même temps que celui observé par l'observateur dans le vaisseau spatial, il faudrait que la vitesse de la lumière soit plus grande. Mais notre postulat, le postulat d'Einstein, était l'effet que la vitesse de la lumière est une constante, peu importe le mouvement. Or, quand il va faire, lui, le temps, ça va être 2 fois L divisé par C. Mais ici, ce temps-là, on va l'appeler le temps non propre. Sa caractéristique est que les deux événements sont mesurés à deux endroits différents dans l'espace et requièrent deux horloges différentes. Quand on fait la comparaison entre T et le temps non propre et le temps propre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un coefficient qui est 1 sur la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. Ce coefficient-là, on l'appelle la fonction gamma ou aussi le coefficient de Lorentz. Et si vous voyez, ici, V sur C fait 1 moins V sur C, va faire que la fonction gamma est toujours plus grande que 1. Donc, le temps non propre, mesuré au sol, va toujours être plus grand que le temps propre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les tics, il y aura plus de tics d'horloge dans les horloges au sol, immobiles, que de tics d'horloge dans l'horloge qui est à bord du vaisseau spatial. Pour l'observateur au sol, l'horloge qui passe devant lui semblera ralentie parce qu'elle fait moins de tics. La fonction gamma commence à être importante seulement lorsqu'on est à des vitesses importantes par rapport à la vitesse de la lumière. Même une vitesse de 8 km/s, qui est typique de satellites autour de la Terre, ça ne fait une différence qu'à la 10e décimale. Mais on voit que quand on est rendu à 90% de la vitesse de la lumière, le facteur gamma devient un facteur 2. Et si V était égal à C, c'est-à-dire pour un objet allant à la vitesse de la lumière, on aurait l'infini. La gamma deviendrait l'infini. Et V ne peut pas être plus grand que C. Pourquoi? Parce que le gamma deviendrait un nombre imaginaire. Et c'est d'ici qu'on tire que la vitesse de la lumière est un maximum dans l'univers. De fait, tous les corps de masse nulle obéissent à cette vitesse maximale-là. Il y a une autre conséquence de ceci, c'est sur la contraction des longueurs. Or ici, on observe comment on fait une mesure. Comment on fait une mesure? Ben, on prend un point d'un objet, on regarde sa corrélation avec un point sur notre système de coordonnées,
l'autre point, on fait x2 moins x1. Si on était capable de mesurer simultanément l'avant et l'arrière de la voiture, ben, on aurait sa vraie grandeur. Maintenant, le fait qu'un observateur peut voir l'objet passer devant lui, si je prends la mesure x1 à un certain moment, je me trouve à mesurer l'arrière de la voiture, et avant que je prenne le devant de la voiture s'est déplacée. Dans ce cas-là, elle me semblera allongée. À l'inverse, si je prends l'arrière de la voiture après avoir pris le devant de la voiture, ben, la voiture me semblera être contractée. Et tout ça vient du fait que la vitesse de la lumière, le rythme auquel je peux recevoir de l'information, est une vitesse finie. On va regarder le cas d'un vaisseau spatial, encore Ariane, qui va passer au-dessus d'un observateur au sol, Benoît. Or, Ariane, elle est au repos par rapport à sa fusée, bien que la fusée se déplace par rapport à Benoît. Ariane est bien assise tranquille sur son siège d'astronaute. Elle est au repos par rapport à son vaisseau. Elle pourrait étendre un galon à mesurer dans son vaisseau et mesurer tranquillement la longueur du vaisseau. Si on va appeler la longueur propre, c'est la longueur du vaisseau mesurée par dans le système dans lequel l'objet est au repos. Donc, Ariane est au repos par rapport au système, elle peut le mesurer librement, elle a la longueur propre. Pour Benoît, la seule façon qu'il a de mesurer la longueur du vaisseau, c'est de créer un premier événement quand le début de la fusée passe et de regarder sur son horloge, et un second événement lorsque l'arrière de la fusée passe, second événement, connaissant la vitesse, pour Benoît, la longueur du vaisseau sera la vitesse fois T0. Benoît a le temps propre les deux événements se passent pour lui au même endroit, donc une seule horloge. Ariane pourrait faire de même. Elle pourrait prendre le temps auquel le devant de sa fusée passe au-dessus de Benoît, et ensuite le temps auquel le derrière de sa fusée passe au-dessus de Benoît. Mais pour elle, il s'agirait de deux horloges. Une horloge au début, à l'avant de la fusée, une horloge à l'arrière de la fusée. Elle pourrait prendre la même procédure et dire, je mesure le temps et je multiplie par ma vitesse, sauf qu'elle, elle n'a pas le temps propre. Elle aurait L0 égale VT, elle a la longueur propre, mais non le temps propre, tandis que Benoît a la longueur non propre, mais le temps propre. Et on va montrer que la longueur non propre est égale à la longueur propre divisée par gamma. Comme gamma est toujours plus grand que 1, la longueur non propre va toujours sembler contractée. Donc, pour Benoît, la fusée lui apparaît rétrécie. On va aller voir ça, comment on prouve ceci. D'un premier temps, j'écris que la longueur non propre sur la longueur propre, je reprends ces expressions ici, Vt0 sur V. On annule les V, et ce qu'on trouve c'est T0 sur T, mais on a montré précédemment que T est égal à gamma T0. Les T0 s'annulent et on voit que L sur L0 est bien égal à 1 sur gamma, ce qui nous amène à démontrer ce qu'on avait vu ici, que la longueur non propre va apparaître contractée par rapport à la longueur propre. Donc, un système qui est en mouvement devant nous va apparaître contracté du point de vue de sa dimension physique dans la direction du mouvement. Et en plus, une horloge à son bord va apparaître comme étant ralentie.
Mais ici, notons une chose, et ça va nous amener à parler de certains paradoxes un peu plus tard, notamment le paradoxe des jumeaux. Le principe de relativité dit que tous les systèmes en MRU sont équivalents l'un par rapport à l'autre. S'ils sont équivalents, ça veut dire que n'importe quel système a la même valeur que n'importe quel autre. On ne peut donc pas dire qu'un système a vraiment le mouvement absolu, c'est lui qui est vraiment au repos ou c'est lui qui est vraiment en mouvement. Chaque système peut dire je suis au repos, l'autre est en mouvement. Et on va voir à quoi ça nous amène un peu plus tard. Alors, je termine ici cette capsule. Dans une autre capsule, on va regarder certains cas d'application des exercices résolus, tant sur la contraction des longueurs que sur la dilatation du temps.